Tout de même, parlons-en de cette incarnation, une femme de 59 ans, progressiste, issue de l'immigration, qui est à quelques points près, à égalité quasiment avec Donald Trump. Ça pourrait donner des leçons à la classe politique française. Ce serait difficile d'imaginer une candidate équivalente en France. La classe politique française qui aujourd'hui, divisée à gauche, on patine particulièrement à trouver un nom, un poste de Premier ministre. Laurence Tubiana a renoncé à être candidate pour le nouveau Front Populaire. On parle de Benoît Hamon, on parle de Cécile Duflot, on parle d'André Chassaigne. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'attendre demain, c'était normalement le dernier délai, à avoir un nom proposé par l'Alliance de gauche? Si vous n'avez pas, si passé 50 ans, vous n'avez pas été cité, vous avez raté votre vie politique, c'est clair. Nathan Devers? Je pense qu'on retrouve la théorie des deux gauches irréconciliables, non pas du tout sur les critères donnés par Manuel Valls de l'époque, mais parce qu'aujourd'hui, il y a un clivage qui est très clair entre les absolutistes et les réformistes. Entre d'un côté, la France insoumise, qui est rentrée dans une stratégie qui, en un sens, d'ailleurs, se comprend sur un plan purement politicien, consistant à dire nous sommes là pour appliquer notre programme totalement, autrement dit, entre les lignes, c'est ce que a dit Jean-Luc Mélenchon dans La Républica, en gros, nous n'irons pas gouverner pour nous salir les mains, pédaler dans le vide et nous retrouver avec l'usure du pouvoir sans pouvoir apporter la moindre mesure sociale parce qu'ils se prendraient immédiatement une motion de censure. Donc, ils sont dans une logique où ils sont un peu évidemment pour freiner les choses sans le dire ou mettre des obstacles sans le dire. Et en face, des gens, notamment chez les socialistes, mais pas que, qui estiment que, c'est ce qu'a dit François Ruffin, même si on prend des tout petits bouts de pouvoir, même si on monte le SMIC de quelques micro-pourcents et pas à 1600 €, etc., on y va quand même, le jeu en vaut la chandelle. Donc à partir de là, vous avez deux visions stratégiques et derrière vous avez deux visions politiques. Vous avez d'un côté des individus qui se mettent complètement dans la stratégie et dans la culture parlementaire, celle de la 3e, de la 4e République, et de l'autre, vous avez des gens chez LFI, ce qui est intéressant, qui ont une vision en fait très présidentialiste de la chose, puisqu'ils disent nous ne voulons pas transiger avec les autres partis. Ils se projettent déjà sur la présidentielle au risque de décevoir leurs électeurs? Oui, on comprend d'ailleurs tout à fait leur position. Leur position a été clairement énoncée dès le soir du second tour. Lorsque Jean-Luc Mélenchon est intervenu et a dit « nous avons gagné », son « nous avons gagné », c'était pas « nous avons gagné » parce que nous avons fait barrage, nous avons réussi à faire barrage contre la coalition des droites et du Rassemblement national. C'est « nous avons gagné, point ». Et on a laissé se développer, en tout cas, ce mantra « nous avons gagné ». Donc, les personnes, vous savez, les personnes rencontreront il faut rencontrer des militants RFI, et LFI, et les entendre et les écouter. Ils sont réellement persuadés, je vous assure que c'est vrai, qu'ils ont gagné. Intrinsèquement, qu'ils ont gagné. Il est pour eux incompréhensible qu'on aille aller chercher autre chose ou qu'on soit dans une forme de, en effet, réformisme. C'est totalement incompréhensible. Juste un mot quand même. Le problème aussi, le problème vient du groupe socialiste. C'est-à-dire que quand on voit les noms qu'ils avancent, on se dit, on est quand même habilité à se demander si le Parti socialiste est toujours un parti de gouvernement. Sérieusement. Poursuivons ce débat dans un instant, messieurs. Je vous propose qu'on marque une pause. On reviendra avec toute l'actualité sur Europe 1, le journal permanent de Guillaume Dominguez. Et puis, on se demandera si la droite, elle, est passée à l'offensive aujourd'hui avec la proposition d'un pacte législatif par Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. On fait le point tout de suite. Europe 1, le journal permanent. 19h30 sur Europe 1, le journal permanent Guillaume Dominguez. Et on ouvre tout de suite ce rappel des titres avec cette information Europe 1. 2 drones ont été interceptés ce week-end par l'armée de l'air à proximité du village olympique de Paris. Les engins ont tenté de pénétrer dans une zone d'interdiction temporaire sans pouvoir atteindre le village. Emmanuel Macron sera en direct à la télévision demain soir. Le chef de l'État donnera sa première interview depuis le second tour des élections législatives à 20h10 sur France Télévisions et sur les ondes de Radio France. Le président de la République reviendra sur la situation politique française et s'exprimera sur les Jeux Olympiques à 3 jours de la cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron qui, plus tôt dans la journée, a appelé à une trêve politique le temps des Jeux, invitant les différents partis à se concentrer sur l'événement sportif. Une déclaration qui intervient alors que le pays cherche toujours un nouveau gouvernement.
À gauche d'ailleurs sur cette question, le nouveau Front populaire se retrouve dans une impasse. Laurence Tubiana, pressenti par le PS pour Matignon, jette l'éponge après une nouvelle opposition de la France insoumise. Les noms de Benoît Hamon, Cécile Duflot ou encore André Chassaigne circulent déjà pour la remplacer. Et on finit avec du cyclisme. Le Slovène Tadej Pogačar, tout juste vainqueur de son 3e Tour de France, déclare forfait pour les Jeux Olympiques de Paris. En cause, un état de fatigue extrême après la grande boucle, précise le comité olympique slovène. Merci Guillaume Dominguez. On vous retrouve dans un quart d'heure pour toute l'actualité. 19h31 sur Europe 1. Qui pour gouverner la France? Est-ce que le nouveau Front populaire y parviendra? En attendant que les discussions patinent, eh bien, la droite républicaine était à l'offensive. On a vu Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau détailler un pacte législatif qu'ils proposent au futur gouvernement. Ils sont capables de créer une coalition, selon vous? Ils sont, en effet. Ce qu'il faut voir, c'est que le bloc qui a, me semble-t-il, gagné de manière contre-intuitive, c'est ce qu'on pourrait appeler le bloc central. C'est-à-dire, en fait, une sorte de macronisme élargi, avec tous les gens qui n'ont pas rejoint Emmanuel Macron depuis 2017, mais qui, fondamentalement, pourraient le faire parce qu'ils ont montré les signes qu'ils étaient prêts à travailler avec Emmanuel Macron. Donc ensuite, ça va des socialistes et de certains écolos, jusqu'au LR et jusqu'aux UDI. Et bon. Mais la question de savoir quel gouvernement pourrait être fait à partir de ce bloc, c'est une question, à mon avis, où, si vous voulez, on doit complètement sortir du logiciel dans lequel on est actuellement. Tous les politiques, à peu près sans exception, sont dans une sorte de déni depuis le résultat des élections législatives, c'est-à-dire qu'ils refusent de constater qu'aujourd'hui la France, à l'Assemblée, est scindée entre 3 blocs, qu'aucun bloc n'a la majorité absolue, et que donc aucun bloc ne pourra faire appliquer son programme. Sauf à faire des alliances, entre guillemets, contre nature par rapport à son bloc. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai lu le programme de Laurent Wauquiez, les 13 propositions. Il me semble que, à moins de faire des alliances avec les députés du Rassemblement national et de faire voter ces lois parce que les députés RN les auront fait voter, que sinon ils ne peuvent pas avoir la moindre majorité. Et il me semble que si ils se mettaient à voter des lois avec le Rassemblement national, immédiatement après, motion de censure, ils tomberaient. Il faut dire la vérité, personne aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, ne parviendra à mettre en œuvre son programme dans l'année qui vient. Vous êtes d'accord, Joseph Massescaron, ce à quoi on assiste à droite, mais à gauche, on le disait un instant, c'est que tous les camps politiques ont perdu la boussole? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de coalition gouvernementale. Très franchement, je pense qu'il n'y aura pas. Parce qu'on peut, c'est comme, c'est jouets d'enfants, on essaye de faire rentrer dans un rond, un carré. C'est exactement ça. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Je ne vois pas comment il peut y avoir une coalition gouvernementale. Quel que soit le cas de figure. Tout de suite après d'ailleurs l'élection, le second tour, le Figaro avait fait un jeu qui était faites votre coalition, choisissez votre coalition, voilà, en donnant à chaque lecteur la possibilité, en gros le nombre de députés, etc., et la possibilité de monter sa propre coalition. La coalition est totalement c'est totalement irréalisable. C'est irréalisable. Alors d'abord, vous l'avez en effet souligné très justement parce que il y a LFI et LFI pèsent, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un élément qui pèse sur chaque parlementaire. Un élément qui n'est pas anecdotique. C'est la possibilité que dans un an, il retourne aux urnes. Alors là, excusez-moi, ça en fait réfléchir plus d'un. Parce que ça fait réfléchir plus d'un qui se dit, mais attendez, si je penche d'un certain côté, qu'est-ce qu'il va advenir de mes électeurs? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que je vais vraisemblablement, dans un an, retourner devant eux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'une grande partie, l'immense partie du groupe parlementaire PS ne bougera pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis à leur tête Olivier Faure. Pas Olivier Faure, pardon, Monsieur Boris Vallaud. Ils ne bougeront pas. Peut-être 2 ou 3 personnes, peut-être Monsieur Gage ou voilà. Il y a peut-être des poissons volants, mais c'est pas la loi de l'espèce. Mais et la même chose pour les Républicains. La droite républicaine, les éditorialistes pensent, et tous les experts en expertologie nous disent, mais tôt ou tard, la droite républicaine, c'est normal, va rejoindre le gouvernement central. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils vont rejoindre le gouvernement central. Donc un an pas du tout. de chaos, de technocrates. Un an de chaos, de technocrates, oui. Je pense qu'on va plutôt vers ça. Je ne crois pas qu'il va... Et rebelote dans un an. Et rebelote dans un an. Comment dire,
quand on entend d'ailleurs le pacte législatif de Monsieur Laurent Wauquiez, je trouve que c'est assez bien amené. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit, c'est vrai que le pays est dans une grande difficulté, on ne peut pas imaginer que rien ne se fasse, on ne peut pas faire comme si on ne peut pas jouer le chaos, donc nous faisons des propositions sur 13 textes. Mais vous regardez les textes, moi je les ai lus comme Monsieur Nathan Devers, je les ai lus, mais vous prenez simplement l'autonomie des établissements. Mais personne à gauche ne va voter pour la possibilité pour le chef d'établissement de pouvoir recruter les enseignants qu'il veut et de pouvoir licencier les enseignants comme il veut. Mais personne, évidemment. Donc, tout cet élément, évidemment, c'est bien joué parce que ça montre, en effet, c'est la 4e force à l'Assemblée nationale, mais c'est une force qui fait des propositions, qui a des textes, voilà, qui ne revient pas. Ce sont d'ailleurs des idées que c'est un fond de sauce électoral que les Républicains ont depuis longtemps, c'est clair. Mais je les vois pas du tout rentrer dans une coalition gouvernementale. Je ne pense pas à la coalition gouvernementale. Quel est le sens des propos d'Emmanuel Macron qui suggère qu'une trêve olympique et politique serait de bon augure pour la classe française? Là, c'est le paroxysme de l'agoraphisation de la vie politique, si vous voulez. Quelqu'un qui met le pays dans un état de fièvre, non pas de trêve, mais de fièvre, juste avant les Jeux Olympiques et qui ensuite appelle à la trêve, c'est assez amusant. Mais une remarque qu'il faut faire, je pense, sur le climat qu'on traverse. Nous avons eu 3 élections de suite, mais dont les 2 dernières, enfin l'élection législative, les 2 tours, ont signifié une sanction très très forte envers la classe politique dans son intégralité de la part des Français, et 2 ont une dimension de sursis. Ça veut dire que tous les politiques qui ont participé au barrage républicain savent bien que là c'est leur dernière chance, puisque c'était la première fois dans l'histoire de France que le Rassemblement national était donné gagnant à une élection véritablement, et qu'on se disait la semaine prochaine, Jordan Bardella sera peut-être à Matignon. Donc si vous voulez, en plus avec cette perspective que dans un an ça puisse recommencer, sont-ils objectivement à la hauteur, les politiques, quel que soit leur parti? Moi je ferai un double constat. Le premier constat, c'est que depuis 3 semaines, un mois, on ne les entend quasiment que parler de leur poste. Regardez encore une fois la fièvre, la névrose qu'il y a eu sur ces élections de postes à l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, sont des postes essentiellement honorifiques, symboliques, dont les enjeux principaux tiennent aux indemnités, à l'hôtel particulier, l'hôtel de la Sey, le nombre de chauffeurs, de cuisiniers, etc. Quelques sanctions aussi et quelques possibilités d'ouvrir ou non. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, et c'est essentiellement du protocolaire. Il y avait quelque chose, pardonnez-moi le terme, je sais qu'il est grave, mais d'un peu pornographique, à imposer de manière aussi indécente, pendant des semaines comme ça, aux Français, le spectacle de ces querelles de boutiquiers. Et deuxième chose, regardez aussi les politiques, la manière dont ils sont quasiment tous, à quelques exceptions, j'ai cité François Ruffin, dans une sorte d'absolutisme. Qu'il s'agisse de la LFI qui dit pas touche à notre programme, qu'il s'agisse en effet de ces 13 propositions, pareil, la suppression de l'aide médicale d'État pour l'aide médicale urgence. Pour ma part, je suis viscéralement contre, mais oublions ça une seule seconde, mettons ça entre parenthèses. Qui vote ça ? À part les députés du Rassemblement national, ce qui fait tomber un gouvernement. Donc il y a une sorte d'irresponsabilité complète et un refus. Il y a une majorité dessus. Oui, mais en l'occurrence, une majorité. Même au sein même avec un appui du gouvernement central, hein. Ah, vous faites parce que Monsieur Darmanin, parce que du camp présidentiel, je pense aux députés Horizon notamment, je pense pas aux députés Modem, mais un certain nombre de députés de Renaissance, je pense à Monsieur Darmanin, à d'autres. Et il y a, je pense qu'il y a une majorité, hein. Avec le Rassemblement national. On peut s'arranger sur le Rassemblement national, ça n'a pas de majorité. Avec le Rassemblement national, et c'est une décision qui en tout cas aurait avec elle une majorité de Français. Qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain ? C'est la première fois qu'il va s'exprimer depuis les élections législatives. Est-ce qu'il peut désamorcer une situation, annoncer quelque chose, ou il va se contenter des Jeux Olympiques ? Je veux commencer. Allez-y. Nathan. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, Nathan, pas au sens de mes attentes personnelles, mais au sens plutôt d'une prévision. J'imagine qu'Emmanuel Macron va la jouer super jupitérien. Qu'il va nous s'imposer un peu dans cette posture de Mitterrand au moment de la première cohabitation, invoquant du haut de sa sagesse et de son Olympe les secrets des arcanes de la Constitution, et puis prenant du plaisir à distribuer un peu les bons points et les mauvais points aux politiques, enfin en tout cas à montrer que eux ne sont pas à la hauteur et que lui l'est. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire pendant cette année, jouer comme ça aux grands sages, aux vieux sages. Au-dessus de la mêlée donc. Au-dessus de la mêlée, c'est la posture que vous attendez, que vous présupposez, Joseph Massescaron ? C'est ce qu'il a essayé, mais je sais pas, par rapport à François Mitterrand, par rapport à Jacques Chirac, je le vois pas. Je sais bien qu'il aime bien endosser les costumes.
que dès qu'il y a un costume qui passe, il l'endosse. Ça, je sais, c'est son côté Trudeau, qui lui, dès qu'il voit une coiffe indienne, il se la met sur la tête. Donc je sais bien, il va essayer, mais je ne le vois pas. Vous savez, on n'est pas du tout dans le même cas de Mitterrand, de Chirac. Mitterrand, vous aviez même dans les périodes difficiles de cohabitation au début, vous aviez des gens comme Védrine, Attali, Anne Lauvergeon, j'en passe, et des meilleurs. Et puis de l'autre côté, même dans les camps politiques, vous aviez des gens Popren, Drey, enfin, etc. Il y avait Globe, Benamou. Bon, il y avait du monde. Il y avait du monde derrière lui. Mais derrière, Emmanuel Macron, moi je regarde, à part Alexis Collère, je ne vois plus personne. Parce que quand vous allez au contact des parlementaires ex-macroniens, vous êtes quand même surpris par la dureté des propos qu'ils tiennent à l'égard du chef de l'État. Alors, je sais bien qu'il y a encore des personnes, il y a encore un dernier carré d'éditorialistes qui nous dit que Emmanuel Macron, c'est le maître des horloges. Mais très franchement, le maître des horloges, non. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si en effet le pays est ainsi à l'arrêt? Il y a un moment donné, c'est comme le roi est nu, va se poser. La seule question, c'est la démission de sa potentielle démission. On se demandera si de maître des horloges, il passera maître des anneaux avec cette quinzaine olympique qui va s'ouvrir dans un instant, et des conséquences de ces Jeux olympiques sur le tourisme. Est-ce que le secteur touristique va-t-il tirer profit des Jeux olympiques, ou au contraire, est-ce que c'est une pierre dans la chaussure de tous les restaurateurs et hôteliers? On en parle avec nos deux débatteurs dans un instant sur Europe.